Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radioscope. Et oui, une petite pause dans la publication des Radioscopes, une pause forcée, je vous dirais, parce que j'avais pas vraiment assez de questions pour nourrir un épisode. Et donc j'ai dû attendre un peu. Enfin là, j'ai quelques questions, mais vous savez, vous avez le droit d'en poser des questions, vous avez le droit d'en envoyer, ça nourrit les épisodes. Cette semaine, je vais m'intéresser à deux sujets en même temps. J'ai réuni les deux pour avoir un peu de contenu dans cet épisode. Alors, on va parler des questions relatives au modèle des cycles politiques et une question sur les référentiels. Alors, je vais sans plus tarder avec, j'entre, comme je dis souvent, j'entre dans le vif du sujet pour parler des cycles politiques. Alors, on me dit, si je comprends bien, ce modèle, celui de Kingdon, oui, voilà, parce qu'ici, excusez-moi, je me permets de reculer 2 petites minutes. On fait un peu le lien. La première question, on fait le lien entre le modèle de Kingdon et le modèle des cycles politiques. On dit donc, si je comprends bien, ce modèle, en parlant de celui de Kingdon, ne nous permet uniquement d'analyser que la première étape des différentes séquences des politiques publiques, soit la mise à l'agenda. Dans cette perspective, puisque l'enjeu de ce cours est l'analyse des politiques publiques, existe-t-il un courant qui nous permet d'analyser une politique publique dans son ensemble, c'est-à-dire selon ses différentes séquences, mise à l'agenda, formulation de solutions, décision, mise en œuvre, évaluation, ou devons-nous utiliser un courant particulier pour chacune des séquences? Alors, la réponse très 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 facile, c'est oui, il en existe un modèle, c'est celui des cycles politiques. C'est vraiment le modèle qui, parce que c'est un modèle qui propose cette façon-là de voir séquentielle, c'est-à-dire mise à l'agenda, formulation, mise en œuvre, évaluation. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est si on lit des textes comme Lasswell, par exemple, ou de Leon, eux, dans l'approche séquentielle, ils vont ajouter des éléments dans la séquence. Ils vont, par exemple, on va parler de mise à l'agenda, décision, formulation. De Leon termine avec policy termination, donc la fin de la politique, alors que dans Let Ramesh, on va dire non, mais la politique, elle finit pas nécessairement, elle peut changer, être relancée vers une autre politique, etc. Donc, la façon de voir les séquences varie entre les auteurs. Il n'y a pas comme une façon claire de voir. Maintenant, si on s'entend généralement pour dire qu'une politique, ça se fait de cette façon-là. Il y a une formulation, d'abord il y a une mise à l'agenda, il y a une formulation, il y a une mise en œuvre et une évaluation. En toute honnêteté, ça c'est une façon de voir. Les autres modèles dont on parle, eux, ce qu'ils prétendent, c'est pas tellement que voici nous nous intéressons seulement à la formulation, c'est que eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas comme ça qu'une politique se fait. Il n'y a pas de séquence comme ça dans une politique. Alors, le modèle par exemple, de Sabatier-Jenkins va vous dire qu'une politique se définit à travers la lutte entre deux coalitions plaidantes. Le modèle de référentiel va vous dire qu'une politique, dans le fond, traduit une perception, une façon de voir d'un secteur donné en politique publique. On construit, en fait, le référentiel permet de construire un secteur, d'y donner un corps, de donner une vie en particulier, de donner une vision des choses qui, elle, est traduite par la suite en politique publique. L'idée de dire ça nous permet de mieux comprendre la formulation, permet de mieux comprendre, c'est plus une idée un peu imposée par le professeur, c'est moi, dans le cours. Donc c'est pour ça que ça peut peut-être vous donner l'idée qu'on a développé un modèle seulement pour comprendre une chose. Cependant, le modèle de Kingdon, c'est un modèle qui s'appelle, c'est Policy Agenda. Donc, c'est vraiment un modèle qui ne vise que l'agenda setting. Qui ne vise qu'à expliquer comment le gouvernement va s'intéresser ou non à un enjeu. Donc là, oui, Kingdon, ça permet de faire ça. Il y a des tentatives. En toute honnêteté, il y a des gens qui ont appliqué le modèle de Kingdon dans les 3 courants au niveau de la formulation, par exemple.
Moi, je trouve que ces études-là sont très, très peu concluantes, absolument pas convaincantes et souvent d'une piètre qualité. Ce qui fait que, moi, je trouvais que pour les étudiants, c'était pas une littérature auquel je voulais exposer les étudiants parce que je trouvais qu'il y avait, dans le fond, pas grand-chose d'intéressant pour eux à voir là et que ça pouvait créer plus d'une confusion qu'autre chose parce que les termes n'étaétaient pas vraiment clarifiés. C'était un bricolage conceptuel pas très convaincant, pas très utile, pas très intéressant. Donc, moi, j'ai préféré m'en tenir je dirais, à la valeur originale des idées de Kingdon, c'est-à-dire comprendre, expliquer de quelle manière se fait la mise à l'agenda d'un enjeu par le gouvernement. Mais si quelqu'un est intéressé vraiment à voir tout le cycle d'une politique, c'est le modèle des cycles politiques qui effectivement permet justement l'analyse d'une politique à travers tout son processus de vie, du moment où l'enjeu émerge jusqu'au moment où la politique va se terminer. On dit par une évaluation, mais c'est pas toujours le cas. Deuxième question. Dans le texte d'Arlett et Ramesh, Policy Regimes and Policy Dynamics, on nous dit que dans les changements dits normaux d'une politique publique, le paradigme peut changer sans que la forme, la configuration de la politique ne soit altérée. J'ai bien du mal à saisir cette idée puisque selon moi, en changeant le paradigme dans lequel est pensée une politique publique, on modifie l'essence même, voire l'âme de la politique. Pouvez-vous me donner un exemple pour illustrer ce propos avancé par les auteurs? Donc, j'ai cherché ce passage-là et moi, je l'ai pas trouvé. Donc, ce qui complique un peu les choses pour répondre à une question comme celle-là. Cependant, un changement, il peut arriver que la configuration d'une politique ne soit pas altérée par un changement de paradigme dans ce sens où on va maintenir certains programmes ou certaines lois. Mais le contenu du programme, par exemple, ou certaines conditions des programmes, elles seront différentes, ou la loi sera appliquée différemment. Donc, la configuration comme telle de la politique peut se maintenir dans un changement de paradigme, mais généralement, là, moi, je suis d'accord avec la personne qui a posé la question, un changement de paradigme signifie, c'est un changement qui est abrupt, c'est un changement qu'Arlett et Ramesh appellent atypique. C'est un changement qui provoque de grosses différences dans la façon de faire la politique publique. Parce qu'un changement de paradigme, c'est une façon différente de comprendre un problème. Mais à ce moment-là, le problème, si on le comprend différemment, on va intervenir de manière différente. Bon. Là où on peut être d'accord un peu avec Arlett et Ramesh, c'est de dire c'est possible. En fait, il y a deux choses qu'il va falloir relever d'Arlett et Ramesh. Mais dans un premier temps, oui, on peut arriver avec un paradigme qui soit nouveau, mais au début, à mesure où ce paradigme-là s'impose, les changements, eux, même s'ils sont drastiques à terme, au départ, ils peuvent s'imposer de manière un peu plus, graduelle. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est si on regarde par exemple le paradigme imposé par le gouvernement conservateur au niveau de tout ce qui est criminalité au Canada, ce qu'on voulait, c'était un gouvernement tough on crime. Donc, un autre paradigme. Au lieu d'aller dans un paradigme qui caractérisait bien le gouvernement libéral, qui était plus orienté vers la réhabilitation, la réinsertion, là, on avait un gouvernement qui était beaucoup plus axé vers la punition. À terme, c'est un paradigme qui s'est traduit dans des actions concrètes, mais au départ, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les lois sont demeurées les mêmes. En fait, même les lois, pour l'essentiel, le code criminel n'a pas été changé tant que ça. Ce qu'on a changé, c'est des choses à la marge, par exemple des peines obligatoires ou une durée de peine obligatoire, ce genre de trucs-là. Mais ça a été des changements à la marge. Donc, même si on est dans un paradigme différent, les lois n'ont pas été considérablement modifiées. Il y a eu, par contre, d'abandon de certains programmes de réhabilitation, de réinsertion. On peut penser fermeture de cliniques d'injection, par exemple. Donc ça, oui, il y a eu ici certaines modifications, mais ça n'a pas été hyper drastique dans le sens où on abolit tout le code criminel puis on réécrit le code criminel au complet.
L'autre chose aussi, Scarlett et Ramesh parlent, c'est de policy regimes. Les policy regimes, ça, c'est pas juste la conception d'une politique publique, mais c'est tout la relation entre les acteurs au sein d'un secteur particulier, au sein d'un domaine. Et donc, ici, ça se peut qu'il n'y ait pas de reconfiguration du jeu des acteurs. C'est-à-dire, oui, il peut y avoir un nouvel acteur qui arrive, par exemple un changement de gouvernement, qui impose un paradigme nouveau, sans qu'il y ait nécessairement une reconfiguration de l'ensemble du jeu des acteurs. C'est-à-dire aussi que les acteurs dominants demeurent à peu près les mêmes, ils vont défendre à peu près les mêmes intérêts, mais avec moins de succès, par exemple, et ça va être moins traduit en politique publique. Donc ça, c'est à peu près les deux façons dont on peut voir comment le changement de paradigme peut être atténué malgré tout. Mais dans l'ensemble, ce qui reste vrai, et c'est très présent dans le livre d'Arlett et Ramesh, Studying Public Policy, un changement de paradigme, c'est un changement qui amène des façons différentes de faire, et donc un changement notable, significatif dans la construction, dans l'application, dans la mise en œuvre d'une politique publique. Alors que le changement normal, lui, sera effectivement plus un changement à la marge. Un changement qui permet de suivre l'évolution du problème ou de l'enjeu au sein de la société. Autre question, c'est-à-dire, dans le modèle des cycles politiques, dans la capsule audio, il est mentionné que c'est un modèle qui n'est pas intéressant pour les chercheurs car il n'y a pas de grande créativité. Pouvez-vous élaborer ce concept de créativité, s'il vous plaît? C'est un concept qui m'échappe au sujet des analyses de politique publique. Bon, ici, il n'y a pas de concept de créativité en politique publique. On n'est pas en gestion. Ce que voulait dire, donc c'est Alexandre Couture-Gagnon qui fait ce commentaire-là, c'est que Alexandre, ici, n'est pas une grande fan du modèle des cycles politiques. Elle trouve que c'est un modèle plutôt linéaire, un modèle un peu fade, un modèle qui, donc, ce qu'elle dit par créativité, c'est contrairement à des modèles comme celui des coalitions plaidantes, où là, vraiment, on se base sur une compréhension des valeurs, des idées, des intérêts, dans l'approche séquentielle, dans une approche plus fonctionnaliste ou plus descriptive. Donc, c'est ce qu'elle veut dire par le fait qu'elle trouve que c'est pas créatif. Donc, c'est vraiment une critique qu'elle apporte. Elle trouve que elle peut pas être elle-même être créative quand elle analyse quelque chose avec ce modèle-là. Bon, en même temps, moi, je vous dirais, c'est une critique. Puis, c'est bien d'exposer les étudiants à ce genre de critique-là pour qu'eux-mêmes puissent se faire une tête. Personnellement, moi, je pense que c'est un modèle qui fait des séparations peut-être trop théoriques dans la façon réelle que se font et se mettent en œuvre les politiques publiques, mais ça reste un modèle intéressant qui, par exemple, permet de faire une quantité assez intéressante d'analyse comparative. On peut, par exemple, comparer une politique à deux moments, au moment de sa formulation, au moment de sa mise en œuvre. On peut comparer la mise en œuvre de deux politiques similaires dans un même domaine. Par exemple, deux politiques de santé publique dans deux États différents ou dans deux provinces différentes. Donc, en termes de créativité analytique, je pense qu'il y a quand même beaucoup de souplesse et de possibilités. Un ajout que faisait Arlett et Ramesh en 95 lorsqu'ils ont sorti la première version de Studying Public Policy, c'est qu'ils disaient les cycles politiques c'est intéressant, mais il y a des éléments dont ils tiennent pas compte. C'est comme si une politique commençait et mourait et qu'il n'y avait rien. Et là, c'est là qu'ils ont dit non, mais attention, la politique, elle revient et il va y avoir des changements. Et deux types de changements qui étaient basés sur c'est-à-dire la notion d'idéologie. Parce que dans les versions précédentes, la notion de valeur, la notion d'idéologie est pas très présente dans le modèle des cycles politiques. Alors eux autres, ils l'apportent. Et ils la définissent beaucoup, ils la travaillent et démontrent comment les changements d'idéologie sont les vecteurs des changements dans les politiques publiques. Et donc, quand il y a des changements dits normaux, c'est des changements plus procéduraux. Alors que quand les idéologies sont réellement bouleversées, ben à ce moment-là, on est dans un changement de type atypique ou paradigmatique. Et là, il y a des changements importants, des changements en termes de valeurs, des changements en termes d'idées qui sont apportés à même la politique publique. On peut voir, par exemple, quand au Québec, on adopte le modèle des CPE, ben on est sur une lancée, mais complètement différente, une idéologie complètement différente de l'offre de service de garde. L'offre de service de garde n'est plus simplement un système pour
pallier, je dirais, l'absence des parents pendant qu'ils sont au travail. Le service de garde devient réellement un milieu d'éducation pour les enfants. Donc ici, on a vraiment un changement atypique, un changement de paradigme dans la politique, ici c'est dans un programme de service de garde, mais dans la politique familiale du Québec, on arrive avec un changement de paradigme assez important. Donc, cette notion de créativité-là, moi, je pense qu'elle est quand même très présente dans le modèle parce qu'il nous permet d'analyser une situation de toutes sortes de manières. Maintenant, une question sur la notion de référentiel. On dit, concernant le modèle du référentiel, je ne suis pas sûr de bien saisir qui ou quoi dans une société peut être considéré comme un médiateur. J'ai compris que certains groupes, de par leur habilité et leur dominance dans une société, réussissent à imposer leur propre matrice cognitive qui provient de leur cadre référentiel sectoriel en réussissant à influencer le référentiel global d'un enjeu de société. Est-ce qu'un gouvernement peut être considéré comme un médiateur et agir de la sorte? Avez-vous un exemple? Bon. Le problème, ce texte-là de Muller est pas très clair sur le rôle des médiateurs. Et en fait, Muller, pendant longtemps, et plusieurs autres auteurs sur la question du référentiel pendant longtemps, ont été pas très clairs sur la notion de médiateur. On a l'impression souvent que si le médiateur, on le voit un peu comme dans sa compréhension, légal, hein? Le médiateur est celui qui est un peu l'arbitre entre deux parties. Donc ici on pourrait voir le rôle du médiateur un peu comme celui qui fait le pont entre le référentiel sectoriel et le référentiel global. Un peu le policy broker comme on voit dans l'entrepreneur de politique comme on voit dans le modèle de Sabathie Jenkins. Mais dans un texte subséquent, Muller vient préciser ce qu'il entend par ce que sont les médiateurs. Il s'agit vraiment d'acteurs spécifiques qui viennent diffuser ce qu'il lui appelle un univers de sens, donc une compréhension des choses à travers des images, à travers des idées, à travers des valeurs. Et donc, médiateurs dans le sens où ils sont là pour médiatiser leur conception d'un problème, leur conception de l'action de l'État par rapport à un problème, de l'action de l'État par rapport à un enjeu. Donc, ici, ce sont les gens qui construisent un univers de sens, c'est-à-dire une façon de comprendre un enjeu, une problématique, et qui vont chercher à la présenter dans le débat public pour pouvoir la rendre dominante. Donc, c'est pas un exercice d'arbitrage, c'est pas un exercice en anglais on dirait brokering, donc un exercice où on tente de vendre l'idée, mais c'est vraiment, en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire la promotion des idées, on veut vraiment médiatiser ces idées-là, médiatiser ces conceptions-là, pour que ces conceptions-là peuvent devenir dominantes au sein d'un référentiel sectoriel. Donc c'est ça, et aussi plus tard au sein d'un référentiel global. Parce que le référentiel global, faut pas voir ça comme étant genre l'idéologie d'un État, par exemple, mais c'est plutôt une idéologie. La meilleure façon de décrire ce que pourrait être le référentiel global, c'est que c'est une idéologie commune, une grande idéologie commune qui traverse l'ensemble des secteurs d'une société. Donc, par exemple, en ce moment, je vous dirais que la notion de marché est très présente dans tous les secteurs de notre société. Alors, quand on va vouloir définir une politique culturelle, par exemple, on cherche à voir comment on peut rentabiliser les arts, comment l'industrie culturelle peut devenir rentable. Au Canada, cette idée de marché est présente dans l'aide internationale, ce qui fait que si on fournit de l'aide internationale, on veut voir comment on peut finalement soutenir les exportations canadiennes à travers l'aide internationale. Et on va, et puis c'est pas étranger d'ailleurs au fait que l'ACDI a disparu et a été absorbé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce. Et donc, parce que on est dans une dynamique de marché, non plus dans une dynamique de droits de l'homme, par exemple, droits humains. Donc, ici, on voit que ces grandes idéologies-là traversent l'ensemble des secteurs, et c'est ça qui forge un peu le référentiel global. C'est pas comme une politique cadre, par exemple, par rapport à des politiques sectorielles. Ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a une grande idéologie dans une société, et là, à travers différents secteurs de la société, l'éducation, l'agriculture,
la culture, la santé. À travers ces grands secteurs-là, là, il y a des gens qui peuvent contester ces idéologies globales-là et qui vont donc nourrir un peu ce référentiel global-là d'autres idées qui seront débattues aussi dans d'autres secteurs parce que ces secteurs-là ne sont pas uniquement étanches les uns par rapport aux autres. Il y a une certaine porosité entre les secteurs qui fait que les idées de l'un peuvent contaminer les idées de l'autre, etc. Et donc, vraiment, un référentiel sectoriel, c'est que c'est une conception, une interprétation du monde propre à un secteur et qui est traversée également par des interprétations qu'on retrouve dans l'ensemble des secteurs. Donc, ça, c'est le référentiel global versus le référentiel sectoriel. Et le rôle des médiateurs, c'est de faire la promotion de leur univers de sens, c'est-à-dire de leur façon de concevoir les choses à l'intérieur d'un référentiel, de façon à essayer à ce que leurs idées deviennent dominantes. Écoutez, ça complète, c'était 4 bonnes questions, on a quand même fait une bonne vingtaine de minutes, c'est ce qui complète un peu, pas un peu, mais c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Je vais attendre vos questions pour les prochains thèmes, j'en ai pas des masses, en fait, même pour certaines semaines, j'ai rien du tout, mais je vais quand même attendre vos questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre dans un prochain épisode de Radioscope. Alors sur ce, bonne semaine et bon week-end pour ceux qui nous écoutent en fin de semaine.